Monsieur Malsa, merci de m'accueillir chez vous. Vous êtes né le 1er juillet 1942. Vous avez été maire de 1989 à 2014, conseiller général de 1988 à 2015. Vous êtes membre fondateur de la Sopamar. Vous avez créé également le parti politique le Modemas, qui est un parti indépendantiste et écologique. Et puis vous avez également créé le MIR, Mouvement international pour la réparation. D'ailleurs, nous sommes en mois de mai, donc comme chaque année depuis 23 ans, vous faites le convoi pour la réparation. Déjà, dites-moi comment cette idée de convoi est née. Voilà. Cette idée de convoi est née parce qu'effectivement, vous avez bien fait de dire qu'il y a un lien entre ce que j'appelle la mise en place de la Sopamar et le mouvement international pour les réparations. Alors, le mouvement international pour les réparations va prendre naissance à partir d'un fait concret. Le fait concret, c'est qu'en 1992, les anciens colonisateurs, les mêmes, les Portugais, les Français, les Hollandais, et les États-Unis, etc., eh bien, et j'en passe, s'apprêtent à organiser à Séville une méga manifestation où ils prétendent recoloniser le Nouveau Monde. Alors, nous réagissons très peu parce que nous étions conscients bien que c'était un mépris, un double mépris pour nous, une récidive dans le mépris. Et nous nous sommes organisés tant en France qu'ici en Martinique. Marcel Manville, membre fondateur du Cercle François Non, Luc Rinette en Guadeloupe, et moi-même. Certains d'entre nous avons pour mission de trouver des militants de la diaspora pour que le 4 février 1992, nous fassions une grosse manifestation sur le parvis des droits de l'homme pour dénoncer ce comportement. Et il faut savoir que ce jour-là, justement, il y a eu plus de gardes mobiles que de manifestants. Et nous les avions tellement perturbés, bien que nous avons pu faire notre manifestation. Et sur la poitrine de chacun d'entre nous, il y avait une lettre. Et les lettres alignées, c'était esclavage, traite négrière, crime contre l'humanité. C'était fort. Et en même année, 92, il y a eu des manifestations ici. C'était tout simplement le procès de Christophe Colomb qui était organisé par le Cercle François Non et Maître Manville. C'était fantastique. Et ça avait déclenché, nous pouvions vous y attendre. Un choc tellement puissant que pendant des années, de 92 à 98, eh bien, de toutes parts, on a commencé à organiser des colloques, des manifestations pour qu'effectivement, nous arrivions à commémorer le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. C'était fantastique parce qu'à Paris, surtout, le 23 mai 1998, eh bien, il y avait un grand rassemblement qui a réuni plus de 40 000 et même 50 000 des personnalités de tous bords et qui marchaient pendant des heures et des heures et en criant « l'esclavage, crime contre l'humanité ». Et c'est à partir de là, effectivement, qu'il y a eu un rebond, puisque nous savons qu'en 2001, il y aura la loi Taubira, parce que Christiane Taubira, qui est députée en 1998, va se trouver dans les rues avec nous. Elle va effectivement tirer bénéfice de tout ça. Et pour poser à l'Assemblée nationale française bien, ce qu'on appelle effectivement la reconnaissance de l'esclavage, de la loi et de la traite négrière, et
comme crime contre l'humanité. Et donc, en 2001, il y a eu un autre événement majeur. En 2001, eh bien, va se tenir à Durban et ce qu'on appelle effectivement l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies contre le racisme et la xénophobie. Et à cette Assemblée générale, on va poser de façon claire et nette la question des réparations. Mais cette question va venir de nous, des afro-descendants, particulièrement de la Caraïbe. Et donc, alors, il y a eu, nous avons violemment choqué les représentants des pays occidentaux qui étaient là, qui ne voulaient pas parler du tout de réparation. Alors justement, ça veut dire quoi, réparation? Alors c'est important. Alors, nous estimons que les esclavagistes, les colons et les États, pendant 4 siècles, ont tiré profit de nos ancêtres qu'ils ont pris de leurs terres mères d'Afrique, ils les ont déportés dans des cales à bateau, ils les ont mis en esclavage dans le continent américain particulièrement, et ça c'est excessivement grave. Ils ont fait table rase de ce qui s'est passé. Dans le même temps, ils ont fait table rase aussi lorsque Haïti s'est libéré en 1804. En 1804, eh bien, on va connaître l'indépendance haïtienne parce que depuis 1791, nos ancêtres vont pouvoir s'organiser alors qu'ils sont esclaves. Ils sont considérés comme meubles. Ils n'ont pas droit à la parole. Ils n'ont pas d'âme, disait-on. Eh bien, ils vont s'organiser de 1791 jusqu'à 1803. À 1803, il y aura lieu à Haïti la bataille de Vertières. Et c'est au cours de cette bataille de Vertières bien qu'ils vont mettre en déroute l'armée napoléonienne. La France sera battue par nos ancêtres, dont on disait qu'ils n'avaient pas d'âme, qu'ils étaient des meubles, et ils se sont montrés à la hauteur de ce qu'on peut appeler la belle humanité. Et nous tirons exemple de ça. Et c'est pourquoi, effectivement, lorsque nous parlons de réparation, nous ne pouvons pas ne pas faire état de ça. Et ça serait quoi la réparation à mettre en place selon vous? Ça, selon nous, c'est effectivement la première des choses, c'est ce que je disais lorsque je parle de réparation, c'est en parler, la première chose. Donc, d'où le convoi que vous organisez tous les ans, c'est pour qu'on n'oublie pas. Parler, c'est pour qu'on n'oublie pas. Ça, c'est pour nous ce que nous appelons une auto-réparation. C'est-à-dire nous prenons sur nous de refaire notre histoire qui avait été balayée, oubliée par les Occidentaux. C'est grave, ça. Ils ne veulent pas entendre ça. Ça, c'est un aspect de ce que nous appelons réparation. C'est une thérapie pour nous lorsque nous avons déclenché le convoi en 2001. Nous avons bien réfléchi et nous nous sommes dit que nous partons comme nos ancêtres faisaient, partout dans le marché, sur leurs traces, pour prendre les énergies, pour qu'eux aussi, ils veillent sur nous, qu'ils nous apportent encore plus d'énergie pour que nous nous sentions beaucoup plus forts. Nous demandons aussi qu'il y ait de la justice, qu'il y ait effectivement le respect de la dignité, qu'il y ait le respect de la liberté que nos ancêtres, effectivement, se sont acharnés à nous donner. Et nous en sommes fiers. Et ça, c'est très important. Cette question de réparation, elle est au centre de tous les débats aujourd'hui. Elle est au centre des débats sur la décolonisation, comme disait Fanon. Elle est au centre des débats sur la
la question de la souveraineté. La souveraineté, ça dépasse même le cadre de l'indépendance. Oui, je suis indépendantiste. Mais je ne peux pas être indépendantiste sans aller vers de plus en plus une décolonisation totale des mentalités, des esprits, à tous les niveaux, du point de vue économique, du point de vue sanitaire, à tous les niveaux. Ce que j'appelle effectivement la souveraineté. Mais j'appelle souveraineté, je disais, parce que j'ai écrit le livre qui s'appelle La mutation Martinique, notre capacité à maîtriser les interdépendances qui vont s'offrir à nous, que ce soit interdépendance économique, interdépendance sociale, interdépendance culturelle, interdépendance sanitaire, etc., etc. Et ça, c'est très important. Alors, il y a quand même eu un procès pour demander réparation qui finalement n'a pas débouché sur ce que vous attendiez. Est-ce que vous pensez que finalement, encore aujourd'hui, l'État peut donner réparation? Le gouvernement, l'État, ou de toute façon, aujourd'hui, il vaut mieux qu'on s'auto-répare et puis c'est tout? Alors, l'État reconnaît dans ses écrits, Oui. dans ses lois, c'est pas ça par l'État seulement, du point de vue international, lorsqu'un crime est un crime contre l'humanité, il est imprescriptible. Ça veut dire que tout simplement, on ne peut pas parler de prescription pour un crime contre l'humanité. Ça a été démontré pour les Juifs, puisque effectivement, on a bien dédommagé les Juifs. On n'a pas dédommagé en argent seulement. Et chaque année, j'allais même dire chaque jour, on en parle sur les chaînes de télé, on revient sur la mémoire de l'Holocauste. Et vous avez dit que nous n'avons pas eu gain de cause. J'estime que oui, on a gagné. On a gagné déjà en popularisant. En visibilité, oui. On en a parlé, à l'échelle nationale, internationale. Mais la question de réparation, ce n'est pas seulement une question d'argent. Mais est-ce que vous attendiez, ou vous en doutiez que ça n'allait pas aboutir sur une... Non, nous connaissons effectivement la nature du colonialisme. Nous ne comprenons pas sur la nature du colonialisme. Le colonialisme ne comprend qu'à partir du moment où le rapport de force est en notre faveur. Donc nous sommes en train de construire ce rapport de force. Nous sommes en train de nous construire et en même temps de nous construire ce rapport de force. De construire ce rapport de force. Construire le rapport de force, ça veut dire que faire en sorte que de plus en plus, au niveau de ce que nous appelons la diaspora africaine, au niveau de l'Afrique même, eh bien, la question de réparation se développe. D'ailleurs, je fais remarquer que tous les pays de tous les continents qui ont été colonisés, eh bien, la question des réparations est au cœur du débat. En Inde, d'ailleurs, lors de la COP 27, je crois, ou 25, le Premier ministre indien a parlé de justice réparatrice. A exigé des pays occidentaux particulièrement, et des pays industriels d'une façon générale, eh bien, qu'ils fassent ce qu'on appelle une justice réparatrice. Alors, l'État français ne va pas mollir comme ça. La France française va se plier à partir du moment où nous allons mettre un rapport de force. Ce rapport de force se construit, ce que nous faisons, en attaquant du point de vue juridique. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que cette année même, nous pensons porter plainte au tribunal de Paris. Au tribunal de Paris, nous avons choisi le tribunal de Paris, en nous adjoignant environ 2000 à 3000 plaignants, sinon plus, pour montrer qu'il y a un rapport de force. Et ça, nous sommes en train de faire ce combat. C'est très important. Quel est l'objet de la plainte? L'objet de la plainte, c'est exiger réparation de l'État français. Vous savez, pourquoi l'État français? L'État français, eh bien, est le seul à avoir voté une loi. Et on s'appuie sur, effectivement, une base légale.
La base légale, c'est la loi Taubira. Bon. Qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité. On devrait effectivement aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, la loi devait dire esclavage criminel et réparation doivent être reconnues. D'ailleurs, je me fais remarquer, dans les débats, on a supprimé la question de réparation au Parlement français. Ceci étant, nous reprenons de plus belle cette question de réparation et c'est ce qui les embête. Alors, et pour s'associer à la plainte, parce que vous avez dit que vous avez 2 à 3 000 personnes, mais comment vous faites? Ce sont des plaignants qui viennent d'où? Ce sont des plaignants qui vont venir de Martinique, c'est-à-dire de toute la diaspora africaine. Des particuliers ou des politiques? Des particuliers, n'importe qui. Et ce sont des plaignants qui vont venir des continents africains. Parce qu'il ne faut pas oublier que la France était une puissance souveraine sur nous, dans la Caraïbe, c'est-à-dire Martinique, Guadeloupe, Guyane, etc., y compris Sainte-Lucie, puisqu'on a colonisé Sainte-Lucie, la Dominique aussi, Trinidad aussi, et ça c'est très important, et aussi une partie des États-Unis, et ça c'est très important, la sud des États-Unis. La France a... Donc il faut prendre en compte tout ça, et la France a colonisé aussi les pays d'Afrique, a plus que colonisé, puisque a saigné à blanc, a pillé par l'esclavage en termes d'humains, mais en plus de ça, effectivement, a colonisé comme elle a colonisé d'autres pays. Donc, et vous attendez quelque chose de concret de cette nouvelle plainte? Absolument, absolument. Que le président de la République française, et je ne sais pas lequel, de toutes les façons, Hollande a refusé. Hollande a refusé, Sarkozy a refusé. Eh bien, ils sont dans le même bateau, ils se ressemblent tous. De toutes les façons, ce sont toujours des colons. Ils ont refusé. Eh bien, Macron a déjà dit non, mais nous attendons de nous que nous fassions pression et que sur la scène internationale, parce que nous nous préparons aussi à aller à l'ONU, parce qu'il y a ce qu'on appelle un comité le comité des libertés et des droits de l'homme à l'ONU qui doit prendre en compte cet aspect-là. Nous sommes très demandés. Alors, là encore, donc 23e édition du Convoi pour la réparation. Qui participe? Est-ce que le groupe grossit, rétrécit Ah non, le groupe grossit. Et c'est qui le profil type dans les manifestants? Eh ben, ce sont des jeunes comme Sabrina qui me parlent. Ce sont des personnes âgées qui pourraient être le père de Sabrina, comme moi. Et ce sont des enfants, comme nos petits-enfants. Je ne sais pas combien d'enfants a Sabrina. Ces enfants pourraient se trouver là. Hier, c'était fabuleux parce qu'effectivement, il y avait ces générations qui s'interpénétraient. C'était extraordinaire. Et pour vous rejoindre, comment on fait pour reconnaître les parcours, les circuits? Alors sur les réseaux, nous rejoindre, effectivement, il faut taper sur Mir Martinique. Mir Martinique, et puis on a les informations. Allez, on va parler maintenant de votre parcours politique. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la politique depuis le début? Depuis le début. Comment c'est venu? Vous vous êtes dit, bon, là, il faut que je fasse de la politique. Plus jeune, avant même que je ne sois étudiant, il y avait ça en moi, puisque je fréquentais des gens, des paysans, avec qui je discutais, des gens plus âgés que moi, qui m'apportaient des éléments, qui m'enrichissaient. Et je me baladais dans la nature, je voyais qu'effectivement, c'était quand même fantastique de voir ces merles qui chantent, de voir les pipiris, de voir les anoulis qui passent un peu partout, ces animaux qui sont libres. Je voyais les plantes qui sont dans la forêt, je voyais tous ces écosystèmes qui s'interpénètrent entre eux et qui vivent ensemble, qui s'enrichissent. Je disais que c'était très beau tout ça. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas puiser dans la nature pour apporter effectivement cette liberté naturelle à mon pays qui en a tant besoin, qui est colonisé par la France. C'est quand même inadmissible. Donc, de fil en aiguille, bien, j'ai fait un parcours. Et puis, vous avez fait quoi comme études? J'ai fait des études de biologie et aussi
d'amélioration des plantes. Alors, effectivement, bon, je faisais de la génétique, de la physiologie, et tout ça, etc. C'était mélangé. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, c'est quand j'arrive, après mes études en Martinique, je retrouve des gens de ma commune qui m'interpellent, qui me disent, écoute, des jeunes comme moi, même plus jeunes que moi à l'époque, me disent, bon, garçon, il faut quand même faire quelque chose pour la commune de Sainte-Anne. Tu te trimbales un peu partout, tu vas discuter, tu vas dans le nord, tu vas dans le sud, etc. Je dis oui, mais c'est bien, il faut absolument que je connaisse mon pays tout entier. Effectivement, je suis arrivé à connaître mon pays avec la SOPAMAR, l'association de sauvegarde du patrimoine martiniquais, qui m'a beaucoup apporté. Et tous les gens avec qui j'ai créé la SOPAMAR m'ont beaucoup apporté. Et puis, de fil en aiguille, ils m'ont dit non, ta place dans la commune de Sainte-Anne, ben, ça nous interpelle parce qu'on a besoin de toi. J'étais loin de penser que je pouvais être un élu à Sainte-Anne et à Martinique d'une façon générale. Un élu maire, hein, pas n'importe quel élu. Hein, donc, Oui, absolument. Et à l'époque, c'était dur pour moi parce qu'effectivement, de me séparer de ma liberté, de cette liberté que j'avais à la SOPAMAR, et puis pour être contraint de venir discuter en permanence avec des gens la majorité et l'opposition, etc. Qui n'étaient pas toujours d'accord avec moi sur ma vision des choses, etc. C'était très difficile, mais en tout cas, j'ai fait le pas. J'ai fait le pas parce que je croyais en eux. Je croyais dans ces personnes âgées que j'ai appelées les personnes de la première souche et qui m'ont vu naître pour certaines d'entre elles, à l'époque, qui m'ont attrapé dans les champs de canne, quand je gambadais dans les champs de canne, qui m'ont vu grandir et qui m'ont dit un jour, tu n'es que nous faut absolument venir à Sainte-Anne. J'étais loin de penser à ça. Vraiment loin de penser à ça. Et c'est eux, ces gens-là, et qui m'ont poussé. D'ailleurs, vous avez toujours été un maire, je cherche le mot, non conventionnel. Oui. Enfin, pas très typique, pas très... Atypique. Oui, on peut dire ça, atypique. D'ailleurs, vous aviez érigé le drapeau rouge-vert-noir à l'entrée de Sainte-Anne. On se rappelle qu'il y avait eu un moment, c'était écrit Sainte-Anne, vivre à Sainte-Anne, ça se mérite. Ah oui, oui. Et donc, du coup, il y a eu plein de polémiques et vous êtes toujours resté debout, comme on dit, derrière vos paroles, donc vos idées. Mais je pense que, Sabrina, il faut toujours être esclave d'une cause. Donc aucun regret sur votre parcours? Absolument pas. Au contraire, je suis content de ce parcours. Je suis fier de tous ceux qui m'ont, de toutes celles et de tous ceux qui m'ont accompagné dans ce parcours, parce qu'eux aussi, ils ont pris des coups. Le fameux drapeau rouge-vert-noir. À un moment, on parlait du drapeau Malsar. Vous aviez entendu parler de ça? Oui, on disait le drapeau Malsar. Aujourd'hui, quel est votre regard sur ce drapeau rouge-vert-noir? Eh bien, ça ne m'a jamais gêné quand on me disait que j'étais pas gêné, mais j'étais un petit peu amer, puisque ceux qui connaissaient ce drapeau bien avant moi, j'ai parlé de mon ami Rodolphe Désiré, qui m'a aidé à comprendre la réalité du pays quand je suis arrivé ici. C'est un drapeau qui avait une histoire. Justement, à l'époque, quand j'ai mis le drapeau sur le fronton de la ville de Sainte-Anne, j'ai été attaqué par le préfet en un premier temps, qui a suspendu des subventions, etc. C'était très dur pour la population de Sainte-Anne. Et je n'ai pas aidé par tout ça. Je n'ai pas aidé non plus lorsque j'ai parlé de
c'était lié au projet drapeau. Le drapeau, pour moi, c'était tout un projet. L'agenda 21 de Sainte-Anne au développement durable et solidaire, qui est un projet de territoire. Ce projet de territoire dépasse le cadre de Sainte-Anne. Tu ne peux pas faire un projet de territoire à Sainte-Anne sans ne pas penser aux marins. Mais je leur disais qu'il fallait absolument qu'on travaille ensemble, protéger la baie du marin, Sainte-Anne, etc. Bon, malheureusement, c'est ça, je crois qu'on a perdu de ce côté-là, alors que nous avions la possibilité de faire des choses extraordinaires dans ce pays-là. Ceci dit, tout peut se rattraper, tout peut se rattraper, on peut le faire. La preuve, aujourd'hui, le drapeau il est officiel. Le drapeau de Sabrina, des enfants de Sabrina, du mari de Sabrina, du père de Sabrina. Oui, le drapeau est devenu officiel. Effectivement, c'est-à-dire on a officialisé ce qui était légitime. C'est quand même fort, quoi. Et donc, votre regard sur la politique aujourd'hui, actuelle? Bon, ils sont sans voix. Ils sont sans voix. Ils sont presque tous sans vision. Sans vision. Je ne vais pas dire comme disait mon ami Marcel Monville, comprenez ce que Fanon disait, on dirait que ce sont des gens qui rampent. Il faut qu'ils s'adonnent à la Martinique. Il faut qu'ils s'acceptent en tant que Martiniquais. Il faut qu'ils retrouvent la fierté et la dignité de nos ancêtres. Je pense que c'est très important. Ma dernière question va porter sur des militants actuels, ce qu'on appelle les militants RVN. On les surnomme les activistes militants RVN. Quel regard avez-vous sur leur action? D'une façon générale, je suis très content de ces militants. Je suis très content de ces militants parce que, bon, non seulement ils me rappellent ma jeunesse, ils sont rebelles, bon, mais chaque génération fait à sa façon. Ils ont déboulonné. Et j'ai été très content de voir ce déboulonnage. Et ça a restructuré les mentalités, ça continue. Et certainement, il y aura d'autres déboulonnages, je ne sais pas dans quel sens. Et j'exhorte, pour ma part, à une sorte d'insurrection des consciences. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent la cause est juste, mais la méthode est peut-être trop violente? Non, j'ai entendu ça à l'époque de moi, parce que du à la Sopama. On disait que oui, ces écologistes-là, ouais, ils sont des terroristes, etc., etc., etc. Mais il a bien fallu, à un moment donné, travailler les esprits pour faire avancer les choses. Et c'est Fanon qui disait, bien, il faut quelquefois violenter les consciences, peut-être même sa propre conscience, pour pouvoir avancer. C'est sur ce mot qu'on s'arrête. Merci à vous, M. Malsa. Merci, Sabrina.